Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Lando Associés par VK. Dans quelques minutes, on va parler responsabilité financière, mais tout de suite, les brèves de la semaine avec en matière d'agent un arrêt qui nous dit que le fonctionnaire en surnombre à la suite d'une décharge de fonction a droit à un congé spécial prenant fin soit au bout de 5 ans, soit lorsqu'il atteint la limite d'âge. En matière d'actes de gouvernement, alors très commenté fut l'arrêt cette semaine, 14 septembre, de la CEDH sur le rapatriement ou non de ceux qui sont partis en Syrie combattre du côté de l'État islamique et surtout les situations de leurs enfants. La CEDH n'a pas instauré un droit au retour pour ces personnes, mais elle a dit quand vous dites oui ou non, ça doit passer par des décisions formalisées avec certaines garanties et avec un possible contrôle juridictionnel. Et là, ça nous intéresse, nous autres juristes en droit public, c'est que du coup, ça remet en question certains aspects de la notion dite d'acte de gouvernement, au titre desquels, systématiquement, le juge administratif avait refusé les demandes de ces personnes dans le passé, comme étant, non pas acceptables ou pas, mais comme n'étant même pas susceptibles de recours juridictionnel. En matière de tourisme, la catégorie relativement nouvelle, en réalité, c'est un agrégat des auberges collectives, a enfin son régime de classement et de normes. En matière d'eau, le décret sur le droit de préemption pour la préservation des ressources en eau est enfin sorti. Il avait été prévu par le long engagement et proximité. Il y a eu un long historique ensuite. C'est un régime assez compliqué, assez limité, voir notre vidéo là-dessus. Donc décret du 10 septembre 2022. La DAJ, en matière de contrat, a publié un guide actualisé enrichi très bien fait sur les aspects sociaux dans la commande publique. Et puis la Cour de cassation nous confirme que quand je déclasse un bien du domaine public, eh bien, immédiatement, il passe sous l'ensemble des régimes de droit privé. Les biens en question passent sous l'ensemble des régimes de droit privé applicables, par exemple celui des baux d'habitation, et puis les mini-brèves, que voici. Et que voilà. Passons maintenant à notre grand dossier. Responsabilité financière, comment se préparer, s'adapter, s'assurer. On en a déjà parlé dans plusieurs de ces vidéos. Au 1er janvier 2023, entre en vigueur le régime de l'ordonnance du 23 mars 2022 qui instaure un tout nouveau régime de responsabilité financière unique pour les ordonnateurs et les comptables publics. Ça sera la fin de la responsabilité pécuniaire personnelle des comptables, ça sera la fin du régime de la Cour de discipline budgétaire et financière pour les ordonnateurs, et il va en résulter plus de conséquences qu'on ne pourrait le croire de prime abord. C'est donc bien un régime de responsabilité commun qui est mis en place, pas seulement pour les ordonnateurs et les comptables, puisque ça inclut la gestion de faits, ce régime-là, ça inclut la responsabilité pour certaines fautes de gestion d'un certain nombre d'acteurs de satellites du monde public, voire également d'associations subventionnées qui seraient par exemple sous le contrôle des juridictions financières. On est sur un régime d'infractions financières, j'ai un certain nombre d'infractions financières, si je les commets, voilà. Beaucoup d'acteurs pensent qu'il y aura moins de responsabilité pour les comptables et beaucoup plus pour les acteurs publics, ordonnateurs secondaires, avec tout un certain nombre de débats. Est-ce que ça va aller jusqu'à ceux qui attestent un service fait ça va inclure évidemment les ordonnateurs, les régisseurs d'avancées de recettes, oui bien sûr. Mais est-ce que ça va inclure ceux qui en pratique prennent des actes financiers sans avoir la qualité d'ordonnateur secondaire? Il y a toute une série de débats sur ce point. Ce régime ne sera mis en cause que quand il y a une infraction financière méconnue, qu'il y ait un préjudice financier significatif, une faute grave, et puis on notera que la gestion de fait qui a failli disparaître, paraît-il, est bien maintenue mais légèrement réformée. Les élus sont largement exemptés de ce nouveau régime, sauf dans un certain nombre de cas, sauf gestion de fait, sauf accessoire non obligé du mandat. En revanche, je le disais, impact assez débattu sur les ordonnateurs secondaires et d'autres agents publics qui pourraient être concernés pour leurs opérations financières, mais également, par exemple, contractuelles et autres. On a un dispositif assez gradué de sanctions en la matière, avec des plafonds d'amende à 6 mois de rémunération, mais une possibilité d'avoir aussi, en plus, une interdiction d'exercer, par exemple, des fonctions de comptable ou la quête ordonnateur pendant 6 mois, ce qui peut quand même conduire au total à des choses loin d'être négligeables.
Il y a toute une série d'infractions, on va les passer rapidement vues, des fautes de gestion, mais dans certains cas seulement, l'octroi d'un avantage injustifié, le non-respect des règles applicables en matière de contrôle budgétaire, l'engagement de dépenses sans avoir la qualité d'ordonnateur, l'inexécution de décisions de justice, la gestion de faits, je l'ai dit, le fait de tenter de s'opposer à un mandatement d'office et quelques autres choses de ce type-là. Je passe très très vite parce que nous avions déjà étudié ceci dans des vidéos avec VK, cabinet Landau et associés, mais je voudrais aborder avec vous maintenant, au-delà du dispositif gradué de sanctions, le fait que ça va entraîner un transfert de responsabilité des comptables vers les ordonnateurs, en réalité dans un grand nombre de cas, et le fait que le régime conduit à se couvrir, à renvoyer la balle, je vous donne ici quelques détails, d'une manière un peu renouvelée, affinée par rapport au classique renvoi de balles et ouverture de parapluie dans ce domaine. On a bien 3 niveaux juridictionnels, tous centralisés à Paris, donc 7e chambre de la Cour des comptes, une structure spécifique d'appel et puis Conseil d'État. Ce système risque d'être encombré du coup à la Cour des comptes par rapport aux un peu plus de 500 affaires qu'il y avait déjà aujourd'hui rien que par an, rien que pour la partie responsabilité des comptables. Mais ce système va fonctionner en réalité largement avec des magistrats de chambre régionale ou territoriale des comptes mis à la disposition de la Cour. À noter aussi, il y a une saisine extrêmement large sur ce point, qui est prévue par les textes, ça s'affiche, et à ceci s'ajoute le fait que la Cour des comptes vient de mettre en ligne une page de son site internet avec des formulaires de dénonciation de difficultés qui vont conduire ensuite à alimenter donc le parquet financier. Important. Sur tout ceci, on a voulu poser un certain nombre de questions. Nous avions dans nos vidéos précédentes vu Madame la professeure Damaret, l'ancien procureur général de la Cour des comptes Joannet. Passons maintenant au président de l'AMF. Non pas l'Association des maires de France, mais la mutuelle d'assurance AMF, qui est la mutuelle de très loin majoritaire pour le monde de la responsabilité financière, notamment des comptables publics. Monsieur Le Gall, Monsieur le Président, bonjour. Bonjour maître. Première question, quelle clause regarder en matière de périmètre de garantie, de juridiction? Ce qu'il faut regarder au niveau des clauses d'un contrat de protection juridique, c'est la première étant le périmètre de la garantie, puisque chaque procédure est particulière et cette nouvelle procédure devant la Cour des comptes a ses particularités. Donc, regarder à partir de quel moment la garantie s'ouvre, va pouvoir jouer. Est-ce qu'elle va jouer d'où l'ouverture d'une procédure de contrôle, comme un contrôle de gestion, ou est-ce qu'il faut attendre plus tard dans le suivi de la procédure, c'est-à-dire au stade de l'instruction? Nous, à l'AMF, nous avons décidé d'être présents, d'accompagner donc nos sociétaires dès l'ouverture d'une procédure de contrôle. Et donc, si le sociétaire en décide ainsi, il pourra donc faire appel à un conseil et nous serons là donc pour l'accompagner financièrement. Le deuxième point étant toujours dans le périmètre de la garantie, c'est quelles juridictions sont couvertes par ces garanties. Évidemment, on se dit, bon, on prend un contrat de protection juridique pour aller devant la Cour des comptes, certes, mais la procédure peut aller bien au-delà. Elle peut aller, donc, on peut aller former un pourvoi devant le Conseil d'État qui nécessite donc l'appel d'avocats spécialisés, voire en profiter pour en faire une QPC, une question prioritaire de constitutionnalité. Et on l'a vu que devant la CDBF, la Cour de discipline budgétaire et financière, déjà il y a eu des QPC. Et enfin, pour finir, pourquoi pas la Cour européenne des droits de l'homme. Voilà. Donc ce sont des coûts supplémentaires et effectivement, il faut bien regarder si le contrat couvre ces juridictions. Autre question, quid des exclusions? À partir de quel moment le titulaire de l'assurance est couvert? Seulement donc à partir des faits survenant après la conclusion du contrat, ce qui peut paraître logique, on signe et on est couvert pour après. Ou peut-on être couvert pour des faits antérieurs dont le justiciable ne pouvait avoir évidemment connaissance qu'une procédure serait ouverte sur de tels faits? Nous, à l'AMF, nous allons donc assurer, à partir du moment que le sociétaire aura conclu son contrat d'assurance, nous assurons ces faits antérieurs puisqu'il y a une rétroactivité de la loi répressive plus douce dans le nouveau régime. Je pense qu'il faut regarder aussi les questions de barème et puis peut-être quelques autres clauses. À savoir, est-ce qu'il y a application d'une franchise ou pas dès le recours à un conseil? Et enfin, donc, les plafonds donc, de couverture, puisqu'on peut s'estimer couvert, mais jusqu'à un certain montant, et donc de bien regarder jusqu'à quel montant joue la garantie. Enfin, une dernière clause
assez importante. La prise en charge des frais est irrépétible. Nous le faisons. De plus en plus de contrats de protection juridique ne couvrent plus ces frais. Il faut penser que ce sont quand même quelques milliers d'euros, donc c'est intéressant de pouvoir être couvert dans ce cas-là. Et comment s'adapter au nouveau cadre de responsabilité financière des comptables et des ordonnateurs? C'est vrai que ce nouveau régime, de prime abord, on peut dire, voilà, il va y avoir une déjuridictionnalisation donc, des erreurs, ce qui est le cas, donc moins d'intervention du juge dans la procédure, telle que les comptables l'ont connue. Moins donc de jugement de débet qui était de 300 à 400 prononcés de débet par an. Donc le comptable peut se dire j'aurai moins souvent affaire au juge. Sauf qu'il va y avoir une judiciarisation du système. Autrefois donc on avait affaire au juge et point assez peu en règle générale procédure juridique et donc le besoin d'avocat se faisait beaucoup moins sentir. Puisque la procédure était plutôt formelle. De toute manière, pour un comptable, il manque la pièce justificative, il ne va pas l'inventer. Donc le débet arrivait, peu importe la façon dont il était défendu. Plus les mécanismes régulateurs, donc la remise gracieuse, l'assurance, faisaient que finalement la condamnation était gênante, mais en termes de conséquences, ce n'était pas si grave que cela. Dans le nouveau régime, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus de remise gracieuse, il n'y a pas d'assurance de l'amende. Donc, il faut essayer de minimiser cette sanction, voire essayer d'obtenir la relaxe. Et on peut dire que devant cette procédure qui est quasi pénale, il y a nécessité de prendre un avocat, de pouvoir s'entraîner à l'audience, de faire apparaître, là c'est très important, les responsabilités de chacun, donc du comptable, de l'ordonnateur, de ses collaborateurs, puisque ce n'est plus une responsabilité unique, parce que peu importe dans l'ancien système si la faute pouvait incomber aux autres, de toute manière le comptable était condamné. Dans ce nouveau régime, chacun prendra sa part de responsabilité. Et tordons ensemble le cou à une idée reçue fausse. Peut-on s'abriter derrière la garantie des fonctionnaires? Spoiler, la réponse est non. Alors, nous serons rarement dans le cas d'une faute personnelle détachable du service, dans le cas de l'instance devant la Cour des comptes, mais c'est l'autre cas, c'est la Cour des comptes, ce n'est pas une poursuite pénale. Les poursuites pénales peuvent exister par ailleurs. Donc, il n'y a pas de texte qui prévoit la protection fonctionnelle devant la Cour des comptes. Et un rapporteur public, là même dans une affaire en 2007, devant le Conseil d'État, a développé un argumentaire sur l'inapplicabilité de la protection fonctionnelle aux fonctionnaires poursuivis devant la Cour des comptes. Son octroi, non prévu donc par les textes, serait même un acte illicite qui peut être qualifié au mieux d'avantage injustifié à autrui, donc passible de sanctions devant la 7e chambre de la Cour des comptes, voire de détournement de fonds publics, puisque la Cour de cassation, dans une décision du 22 février 2012, a estimé que l'octroi à tort de la protection fonctionnelle était assimilable à un détournement de fonds publics. On peut dire qu'il y a une insécurité juridique pour celui qui la sollicite, pour se l'avoir accordée, mais surtout pour celui qui l'octroie et celui qui la paye, ici je pense au comptable. Et je rappelle qu'une délibération ne couvre pas la qualification de complicité d'un délit. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au revoir, maître. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.